En tout cas, c'est comme ça que je me blinde, on va dire. C'est que je suis toujours tourné vers l'étape d'après. Donc, quand j'échoue, j'ai pas trop le temps de me poser la question. Je regarde le truc, oui, ok, je me dis c'est dommage, j'aurais dû faire ça, 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 et puis ça me servira pour plus tard, quoi. C'est tout. Oh là là, les amis, quel épisode. J'ai pris un pied terrible avec cet épisode. Je m'éclate dans tous, hein. Mais vraiment là, on a parlé avec Verino d'échecs. C'était intéressant. Oh. Ah vraiment. Bon, donc Verino, mon invité pour ce 30e épisode, vous avez compris. Déjà bienvenue, merci d'être venu découvrir, peut-être pour certains d'être revenu pour d'autres. C'est Essaye encore, le podcast qui dédramatise l'échec. Je reçois des gens cool, on parle de l'échec et on se dit c'est pas grave. Voilà le principe du podcast, hyper simple. Juste, alors je vous rappelle plusieurs choses. C'est que pour ceux qui débarquent, la semaine dernière, l'épisode précédent, j'ai reçu Pascal Lastrajoli. Ça vous dit rien, c'est normal, il est pas nécessairement connu, c'est un cinéaste de passion, il est juriste de métier mais cinéaste de passion, et donc avec lui on est passé derrière la caméra. Il a fait des tas de courts-métrages qui ont été récompensés, il a tourné avec David Hallyday, Olivier Marchal, Alexis Dessos, c'est vraiment un type super, et on est donc passé derrière la caméra. C'était hyper intéressant là aussi de découvrir ce rapport à l'échec quand on réalise des films. Il a pour projet de réaliser un long-métrage prochainement, on lui souhaite évidemment. L'épisode est dispo sur toutes les plateformes. Alors oui, d'ailleurs nouveauté, faut que je vous le dise, 2022, il y aura une newsletter du podcast, donc filez vous inscrire pour recevoir ça. Tous les mois, je te ferai une petite lettre. Dedans, je te donne des news des nouveaux arrivés, je te donne des news des derniers épisodes, je te dis qui va venir bientôt, je te donne des infos sur les échecs, des petits avis, des petits conseils. Enfin, on va essayer ensemble de déculpabiliser de ce problème de l'échec, ok, via la petite newsletter, comme ça tu loupes rien. File t'inscrire, il y a une page Instagram. Putain, je parle comme les vieux. Une page Instagram. Je me fatigue moi-même. Donc un compte Instagram. C'est plutôt ça. Une page, c'est pour Facebook, c'est pour les boomers. Bref, alors, un compte Instagram. Il y a un compte Instagram du podcast. Ça s'appelle Essaye encore podcast. C'est bien fait. Tu vas t'inscrire, tu t'abonnes. Comme ça, t'oublies rien. Tu loupes rien. Dessus, il y a un lien. Tu peux écouter où tu veux. Tu peux t'inscrire à la newsletter et tu peux même me donner des sous parce que ça me prend du temps de faire le podcast et comme chacun sait, le temps, c'est de l'argent. Voilà. J'ai tout dit. Épisode 30, ça démarre maintenant avec Verino. Donc, ça a été enregistré, sachez-le, en septembre dernier. Parce qu'on parle de ces dernières vidéos, évidemment du coup c'est plus les dernières de maintenant, on parle de Zemmour, il était pas encore candidat, enfin voilà, il y a 2-3 trucs comme ça, sachez-le, c'était enregistré fin septembre dernier. Apparemment d'après Verino, je pose des bonnes questions, hein. Je lui ai dit qui es-tu, il m'a dit un mec qui crie des blagues, voilà. Fin du podcast. Non, on a parlé d'un peu plus de trucs avec lui. On a parlé de ses vidéos, dis donc internet, de la création de ça. On a parlé avec lui de comment il travaillait ses sujets, l'écologie, le féminisme, le véganisme, etc. D'un sketch raté sur les transgenres, un sujet évidemment délicat. On a parlé aussi de la volonté d'écrire du coup sans blesser. On a parlé d'une collaboration qui marche pas et qui a donné naissance à ces fameuses vidéos sur internet. Donc comme quoi d'un échec, hop, un truc qui a du succès. On a une anecdote de pneus crevés dans un parking à Lille. Voilà, on parle aussi de Sébastien Marx, de Louis C.K., enfin plein de trucs cool. Et même des juifs qui rigolent dans les camps de concentration. Ouais, je te jure, on a fait tout ça. Ça commence maintenant. Épisode 30, mon invité, c'est Verino. Bisous. Salut Verino. Salut les losers. Parce que j'ai l'impression que ça va être de ça qu'il va s'agir. Et c'est encore, ça veut vraiment dire que il faut rater, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais faut rater pour réussir, en fait. C'est ça l'idée. On va voir, on va tester un truc, regarde. Je vais me lancer comme ça. Est-ce que tu sais pourquoi je suis le meilleur intervieweur du monde? Et le plus modeste, du coup. Je dirais parce que t'as été le pire intervieweur du monde. Alors peut-être. Et que du coup t'as progressé. Est-ce que c'est le cas? Alors c'est valable comme réponse. Non mais j'ai qu'une seule question en fait, c'est pour ça. Et la question elle sera même pas, on n'aura pas fini d'y répondre à la fin du podcast. Okay. J'en ai écrit qu'une, comme ça on est tranquille. C'est qui es-tu? Ah putain, alors là, tu veux qu'on la pose maintenant? Oui. Non, en vrai je commence toujours le podcast par ça parce que je fais à côté je fais de la radio, je sais pas, on avait déjà échangé ensemble mais tu croises 150 personnes donc voilà. Je fais de la radio et j'en avais marre d'entendre des gens qui présentent les invités avec 3 mots qui sont jamais ceux, on le voit, que l'invité attendait. Et du coup, je me suis dit... c'est toujours très compliqué, oui, t'as raison. Et je me suis dit, plutôt que de moi résumer la personne, dans le cadre du boulot, j'ai dit, je vais faire l'inverse, je vais lui demander de se présenter. Et j'ai gardé ce concept pour le podcast, puisque je sais jamais les réponses que moi j'ai préécrites. Écoute, je trouve que c'est une très bonne idée, d'autant que quand on est en interview et qu'on nous demande, ou qu'on nous présente, effectivement, souvent...
bah on a la chance d'avoir quelqu'un qui a regardé sur Wikipédia. C'est ça. Ce qui s'est passé. Du coup, c'est les mêmes erreurs partout. Bah ouais, et le problème c'est que Wikipédia il est mis à jour par les gens qui ont envie de mettre à jour, quoi, tu vois. Donc autant à l'époque d'On ne demande qu'à en rire, quand on était sur France 2, il y avait des gens qui avaient très envie de mettre à jour mon Wikipédia. Autant là, c'est un peu moins le cas. Donc du coup, quand j'arrive en radio ou en interview et que les gens me présentent, ils me présentent en 2011. Tu vois, ils ont 10 ans de retard sur ma carrière. Et je me retrouve. Alors, vous avez fait les premières parties de Patrick Bosso. Oui, j'ai fait d'autres trucs entre temps. C'est ça, un peu. Moi, j'aurais envie de dire humoriste, connecté, bienveillant. C'est pas mal? Ouais, c'est pas mal, même si le mot bienveillant, je trouve que il est toujours un peu compliqué parce qu'on dirait que c'est un peu gnangnan, quoi. Tu vois, bienveillant, on dirait que c'est un mec, et il est gentil, quoi. Alors, je revendique le fait d'être gentil, effectivement, je revendique le fait d'être bienveillant, mais j'essaye de pas l'être bêtement, quoi. J'essaye d'être un peu intelligent dans ma démarche. Et ouais, je suis pas gnangnan, quoi. C'est-à-dire que quand je suis très bienveillant et j'aime bien que les gens me poussent à faire de mon mieux, donc quand je bosse avec des gens, j'essaye de faire en sorte qu'ils fassent de leur mieux aussi. Mais ouais, c'est une bienveillance pas stupide. J'essaye. Peut-être que je suis beaucoup plus stupide que ce que je pense, mais je trouve, on essaie nous aussi, hein, chacun finalement, je pense, d'être le moins stupide du monde. On doit l'être à plein de moments, mais voilà, en tout cas c'est l'idée. Du coup, t'as pas répondu. Qui es-tu alors, Verino? Alors, qui suis-je? Eh bien, écoute, je suis Verino et Olivier Balestriero, je dirais, même si c'est effectivement la même personne. En l'occurrence, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Verino. C'est celui qui monte sur scène, c'est celui qui écrit des blagues et qui produit des spectacles et qui fait des vidéos sur YouTube. Je crois que c'est à peu près ça ma définition. Je crois que je suis un gars qui écrit des blagues. Je crois que vraiment c'est pour le coup, bah ça y est, le podcast est terminé. On a réussi à trouver la réponse. Un mec qui écrit des blagues. Donc on a compris surtout, je sais pas, est-ce que t'es un mec qui se plante? Ouais. Je suis un extrêmement bon loser. Je pense que j'ai vraiment un très gros talent pour échouer. Parce que ça me dérange pas du tout. Je suis vraiment comme un roseau, tu vois. Je me prends des trucs. Ma carrière est ponctuée d'énormément de défaites et de quelques victoires. La chance qu'on a dans notre cerveau humain, c'est que les victoires qu'on retient. Enfin, que les autres retiennent, et nous, les échecs, bah, ils nous servent. Ouais, c'est ça. C'est les défaites qui nous servent à progresser. Mais ouais, j'échoue beaucoup, en permanence. Et c'est quoi, est-ce que t'appelles échouer du coup? C'est ne pas arriver là où tu voulais arriver, c'est ne pas réussir, obtenir quelque chose, c'est quoi ne pas réussir pour toi? Alors non, moi je suis sur un échec vraiment égocentrique, c'est-à-dire que réussir à remplir une salle, par exemple, c'est pas des objectifs pour moi. Être très connu, c'est pas un objectif pour moi. Donc vraiment, ce que je mets dans le top de mes échecs, c'est d'abord ne pas réussir à écrire quelque chose. Là, en l'occurrence, j'ai repris les vidéos sur YouTube, dis donc Internet, ça fait 5 ans maintenant, 5 saisons. Ça a pas toujours été facile, comme je suis à un peu plus de 200 vidéos. T'imagines bien que sur les 200, il y en a qui se sont faites vraiment dans la douleur. Donc ça, par exemple, quand je n'y arrive pas, je considère vraiment ça comme un échec. Et encore que, en fait, quand je n'y arrive pas, ça veut dire quoi? Je suis aussi très content quand la vidéo sort et que je me rends compte qu'elle était mieux que prévu. Donc, mais oui, parfois j'arrive pas à être assez intelligent pour traiter des sujets. Il y a des sujets sur lesquels je me lance, et puis en fait, en cours de route, je me rends compte que je suis pas assez renseigné, que je suis pas assez malin, que j'ai pas assez une vue large, et je peux, à la suite de mon traitement, me dire ah merde, c'est pas comme ça qu'il fallait le traiter. Ça c'est dommage. Et ça, pour le coup, ça me sert beaucoup parce que je progresse. Après, il y a d'autres types d'échecs. Il y a le nombre de personnes qui arrivent à regarder ma vidéo, par exemple. Je sais qu'il y a des vidéos qui ont pu monter jusqu'à 800, 900 000 vues, peut-être même le million. Maintenant, j'ai pas fait gaffe. Et il y en a d'autres qui sont moins efficaces et qui, en une semaine, plafonnent à 150 000 ou 200 000. En soi, on peut considérer ça comme un échec, mais c'est pas quelque chose qui m'effraie moi. C'est pas un truc qui me pose problème. En revanche, oui, effectivement, si tu regardes les chiffres, tu te dis on n'est pas sur une réussite. Ouais. Mais c'est pas, oui, donc en fait, c'est l'échec, c'est vraiment par rapport à toi-même finalement, à l'ambition que t'avais. C'est un échec de réalisation. Voilà. Ouais. C'est le seul truc qu'on maîtrise en réalité qui peut être un échec. C'est-à-dire que vouloir être connu, c'est chouette. Y arriver, c'est chouette, mais on est conscient quand on est dans cette action-là que on est absolument pas dans la maîtrise. Tu peux avoir, alors peut-être qu'il y en a qui ont la science de ça, mais j'ai jamais vu quelqu'un te dire je veux être connu
dont c'est le seul objectif, quoi. Moi, je veux être créatif, et donc mon échec, c'est quand j'arrive pas à être créatif, quoi. Voilà. Et comment tu le gères quand tu y arrives pas? Je travaille après. Je me prends une petite gifle. Ouais. Mais la gifle existe tout de même. Tu n'es pas blindé sur la gifle. Tu te prends quand même le coup au moment où t'as pas obtenu comme tu voulais la chose. Ouais, parce que ça fait toujours un petit peu mal à ton ego de te rendre compte que t'es trop con. Tu vois, donc tu te dis, c'est dommage, je suis idiot. Et puis après, il y a aussi parfois, t'as des échecs, donc les échecs personnels se voient pour toi, mais parfois ça se voit pas trop que t'es trop con, parce que t'as traité le truc. Et puis c'est aussi quelque chose qu'on apprend beaucoup en faisant pas mal de choses. C'est-à-dire que oui, t'échoues, et tu te rends compte aussi que l'échec, il est pas important du tout. C'est-à-dire que toi, c'est bien, ça t'aide à te remettre en question. En revanche, ça n'a pas d'impact sur le public de manière générale. Quelqu'un qui t'aime bien, si tu fais une vidéo moyenne, au pire des cas, il va la trouver moyenne, médiocre. Et voilà. Ouais. Il revient à la suivante. Et puis c'est ça, en fait. Donc c'est aussi une bonne solution, je trouve. En tout cas, c'est comme ça que je me blinde, on va dire. C'est que je suis toujours tourné vers l'étape d'après. Donc quand j'échoue, j'ai pas trop le temps de me poser la question. Je regarde le truc, oui, ok, je me dis c'est dommage, j'aurais dû faire ça, et puis ça me servira pour plus tard, quoi. C'est tout. Tu parlais de Dis donc Internet justement sur les 200 vidéos. Alors t'as un exemple précis de vidéo qui pour toi n'a pas fonctionné, ou en tout cas qui n'était pas réussi? Ouais, je crois que il y en a une dont je suis pas très content, c'est celle de Griezmann. C'était au moment où Griezmann il s'était grimé en basketteur américain et qu'il avait fait un blackface. Et je crois que j'avais pas assez clairement traité le sujet. Je crois que j'ai oublié de dire qu'il était pas raciste, mais que son acte l'était. Et c'est des tout petits mots, hein, ça peut être rien du tout. Mais du coup, le traitement de la vidéo, il était. Enfin, moi, j'ai pas de mal à rire de tout et ça me dérange pas. Puis même un gars qui agit comme ça et malgré toute sa bonne volonté, qui tape à côté et puis que ça fait un bad buzz, moi, ça me fait marrer. Je trouve pas ça important. En revanche, pour certaines personnes, c'était très important. Il y a des personnes qui ont souffert entre guillemets. Hein, on n'est pas sur une souffrance horrible. Oui, non, mais les talibans. Mais c'est ça. Mais il y a des gens qui disent ouais, moi, je l'adore. Griezmann, je sais que c'est un mec cool et qu'il est intelligent et qu'il est malin et que il a pas fait ça avec de la mauvaise volonté, et donc certaines personnes ont été tristes de voir que je le traitais un peu maladroitement. Après, pour la plupart des gens, quand ils me connaissent aussi, ils se rendent bien compte que c'est pas parfois il peut y avoir de la maladresse et non pas de la mauvaise volonté. En fait, je crois que c'est plus douloureux pour quelqu'un si je viens insulter Griezmann en disant vous voyez bien qu'il c'est un tocard, et c'était pas le cas, quoi. Et quand tu parles de travail, là tu dis fouiller un sujet, par exemple ici la blackface ou autre, c'est ce genre de sujet. Comment tu les travailles? Eh ben j'essaye. Quand je bosse un sujet, là, on va parler plutôt de la vidéo de la semaine dernière qui est toute fraîche puisqu'elle est sortie samedi, que ça fait 1 an et demi que j'avais pas fait de vidéo. Oui, public, voilà. Donc t'as remontré tes fesses aux gens. C'est ça, exactement. Et donc il y a un petit stress parce qu'il faut savoir comment ça s'organise cette histoire-là. C'est que j'écris dans la journée, que après avoir fini mon écriture, j'apprends par cœur l'histoire, histoire de pouvoir concrètement déblatérer mon texte sans le regarder, parce que le public dans la salle, lui, il s'en fout complètement de voir que j'ai une feuille. Ça l'intéresse pas. Il faut que ce soit dans le rythme, et donc il faut l'apprendre par cœur. Donc ça veut dire que tu te retrouves à écrire dans la journée, l'apprendre par cœur, puis monter sur scène pour un spectacle dans lequel tu es concentré sur le spectacle, donc pas du tout sur le sketch, et à la fin on tourne la vidéo. Ouais. Voilà, avec l'écran, et c'est des histoires que j'ai pas pu tester, donc c'est toujours très fébrile, c'est-à-dire que si la vanne elle passe pas, quoi. Et donc, pardon, j'ai oublié la question qui était à la base. Qui était comment tu travaillais ce genre de sujet pour pouvoir les aborder justement après dans les vidéos. Et merci. Et du coup, comment je les traite? J'essaye de faire en sorte d'être critique de tous les côtés. Ça m'amuse beaucoup de pouvoir me dire en fait il y en a pas un qui a raison dans l'histoire. Tu vois ça. Et puis de simplifier aussi la lecture, c'est-à-dire que sur le thème des talibans par exemple, réaliser que si je m'attaque au sujet, c'est pas parce que je suis courageux mais parce que je suis loin, que si j'étais sur place comment je réagirais, tu vois. Oui, je suis un occidental qui peut se permettre de donner des leçons, mais si j'étais sur place, je sais que j'aurais pas la capacité de le faire parce que ils sont écrasants, parce que c'est le principe de la dictature, c'est que si Verino peut écraser une dictature, c'est une dictature qui est pas assez puissante. Donc j'essaye de traiter
j'essaye de traiter le sujet de différents angles. Il y en a, par exemple, quand je parle de féminisme, c'est un sujet sur lequel je suis assez renseigné et je pense qu'il faut faire évoluer les consciences. Quand je parle d'écologie, c'est un peu la même chose. Malgré tout, mon manque de perfection, tu vois, enfin, je suis un écolo, mais je suis un écolo qui fait de son mieux, donc je suis pas Greta Thunberg et je suis pas invincible. Donc il faut réussir aussi à diffuser ces messages-là, et d'une, sans donner de leçons, parce que quand tu abordes des grands sujets de société comme cela, que tu donnes des leçons, bah, en face, t'éduques pas, en fait, tu bloques, tu vois, et tu crées... si tu parles du féminisme en tendant pas la main à ceux qui sont anti-féministes, bah, jamais ils vont progresser. Ils vont juste voir un mec et puis ils vont c'est bon, finir par mettre des commentaires. Allez, au revoir. Ouais, c'est ça. La bien-pensance, allez tout nous faire foutre. Tu dis ça parce que t'es pas musclé. et peut-être, oui. Mais voilà, ces sujets, il y a des sujets qui me semblent très très importants et sur lesquels il faut appuyer intelligemment. Et puis il y a des sujets qui sont complètement sans aucune importance. Enfin, tu vois, la bite de Benjamin Griveaux, par exemple, on n'est pas sur une nécessité d'écriture sociale. Et encore que, on pourrait y trouver un certain intérêt à aller explorer le fait que déjà on s'immisce dans son couple alors que ça nous regarde pas, que la vie politique est de plus en plus transformée en quelque chose de médiatique parce que c'est comme ça. Ouais, c'est une télé-réalité un petit peu maintenant. Ouais. Bah voilà, c'est ça. Donc tu dois avoir un regard un peu critique là-dessus et puis voilà, mais toujours sans blesser. Là, pour le coup, c'est un truc important de mon point de vue, c'est que j'aime bien que la personne concernée puisse regarder les vidéos en se disant ah c'est vrai. Tu vois, mon rêve, c'est que Griveaux regarde la vidéo en faisant ah c'est vrai. C'est pas mal vu. Mais voilà, du coup, c'est plus dur aujourd'hui qu'avant, la fameuse question d'écrire sans blesser ou pas? Alors j'ai toujours écrit sans blesser. J'ai toujours voulu écrire sans blesser. Ouais, je pense que c'est difficile parce que maintenant tout le monde est très conscient. Alors tout le monde est non, mais disons qu'on est dans une période où en réalité on a appris à écouter les petits bobos des gens. Quand je dis petits bobos, ça peut aller de simplement moi je supporte pas qu'on fasse des blagues sur le fait que j'ai des lunettes à moi je supporte pas qu'on fasse des blagues sur le fait que je suis transgenre. Donc on a une échelle de bobos qui est relative, mais qui sont propres à la personne qui va écouter en tout cas. C'est ça. Mais tu vois, moi je trouve ça hyper important d'apprendre à gérer l'humour sur des sujets comme celui des transgenres parce que c'est des sujets sur lesquels on n'est pas éduqué. En revanche, effectivement, j'ai aucun mal à faire des blagues sur des gens qui ont des lunettes parce que je me dis. Tu dis ça parce que j'en ai, c'est ça? Et j'en ai aussi, j'aime pas. Je les ai pas mises. Mais tu vois, on n'est pas sur une souffrance totale, quoi. Non, c'est pas quelque chose qui nous a empêché d'avancer. Donc voilà, je trouve ça important qu'on écoute les problèmes de chacun et plus uniquement les problèmes des hommes blancs hétéros cisgenres que nous sommes tous les deux, j'ai l'impression. Nos problèmes à nous, c'était ceux qui étaient mis en exergue dans l'humour historiquement. Voilà. Et puis après, on peut taper, on rigolait des problèmes des autres, mais on n'essayait pas d'y trouver une solution. Là aujourd'hui, on est obligé en tant qu'homme blanc, cisgenre, hétéro, tout ça, d'être à l'écoute, quoi, de pas blesser, quoi, tout simplement. Hein. Ça passe par, tu le disais, donc de travailler ton sujet, donc toi, te questionner, lire, etc. sur ces sujets-là. Ça passe aussi, peut-être une fois sur scène, par l'explicatif. Est-ce que je pense à Daniel Sloss, il se marre sur sa sœur qui avait fait une hémiplégie, enfin, etc., qui était totalement handicapée. Ouais. Et il l'annonce toujours de manière très, enfin il y a même limite des passages où il n'y a pas de blague, mais c'est très explicatif pour arriver à la blague sans justement blesser. Tu passes par ce chemin-là? Oui, quand c'est nécessaire. Ouais, parfois l'éducatif passe avant la vanne. Il faut que ça reste drôle, c'est un spectacle d'humour aussi. Il faut que ça reste drôle, mais pas à n'importe quel prix, quoi. Pour moi, la drôlerie, elle est si tout le monde participe. On doit être une équipe, quoi. Tu vois, quand je fais des blagues sur les véganes, par exemple, c'est hyper facile de s'amuser à traiter les véganes comme s'ils avaient tort, tu vois. Donc ça voudrait dire que moi, je suis sûr d'avoir raison. Et donc régulièrement, dans mon écriture, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai raison, en fait, tout simplement. Et la plupart du temps, je ne sais pas. Et donc c'est pas de l'explicatif, mais c'est de la prise de position, et donc dire aux gens voilà ce qui me semble sortir de ce sujet-là. J'espère que je vais pas dire de conneries. Voilà ce que j'en sors, et voilà la vanne que je trouve. Tu le ramènes à ton niveau, voilà, en n'étant pas donneur de leçons, finalement, du coup, il y a plus à être blessé, quoi. Voilà.
Ouais, c'est ça. Mm. C'est que au pire, je dis une connerie, dites-le moi, quoi. Tu vois, les transgenres dont je parlais tout à l'heure, j'ai fait un sketch, là, pour le coup, qui était raté. Tiens, c'est très intéressant. Il y a 4-5 ans, quand j'ai commencé les Dis donc, je pense à la 15e, 20e vidéo, je sais plus exactement, je traite l'histoire de... comment elle s'appelle, Jenner Kendall. Non, je confonds. non. C'est oui. Ouais. Oui, enfin, je Bon, vois, bah, j'ai plus le nom ouais. aussi, mais voilà, oui. J'allais dire le papa, mais non, puisque du coup, oui. c'est pas non plus la maman, mais en attendant, effectivement. Voilà, on s'est compris, cette en tout cas, personne a cette changé de personne. genre. Voilà. Non, elle a pas changé de genre, elle a changé de sexe, puisque son genre était féminin. Ben voilà, et on donc, constate là que c'est Kathleen. déjà compliqué, effectivement, à saisir. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai fait plein d'erreurs, je me suis planté, enfin j'ai fait plein d'erreurs, c'est pas dramatique pour le commun des mortels, parce que tu dis bah c'était un homme puis c'est devenu une femme, et puis ensuite tu vois qu'il y a des gens qui disent bah non en fait ça a toujours été une femme, mais dans le corps d'un homme, et donc il faut réussir à traiter ça en disant elle depuis des plombes, parce que moi par exemple je disais il quand il était champion du monde, et Voilà. je dis elle plus tard, mais il n'empêche que quand même elle a été championne du monde masculin. C'est ça. Tu vois, donc il y a des tas de questions qui se posent et je trouve ça intéressant de les poser, quoi, sans dire que tu trouves des réponses. Et quand t'as déjà, j'imagine, du coup, blessé quelqu'un alors, c'est arrivé? Ouais, je pense, mais bon, c'est de la blessure relative, quoi. C'est-à-dire que, ouais, je pense qu'il y a des gens. En fait, moi, je pars du principe que quand tu blesses quelqu'un, tu dis pardon. En fait, c'est tout bête, hein. Mais tu sais, comme quand tu marches sur le pied de quelqu'un. C'est ça, Ça ouais. veut pas dire que t'es méchant, c'est juste. Ou t'es avec ta valise à roulettes et puis en se retournant, tu le fous dans la gueule. L'autre il fait ah. Ah, Bah, pardon. tu dis pardon. Ouais. Tu vois, il y a Je suis rien. désolé, de je plus voulais simple. pas. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve que dans notre société, on a du mal à faire parce que t'as le droit de prendre conscience. Enfin, vraiment, moi, je suis pour l'erreur, traiter un sujet, le traiter bien ou mal, mais en tout cas qu'il soit reçu mal. Quand quelqu'un le reçoit mal, même si t'as raison. Enfin, tu vois, tu peux juste lui dire, ok, désolé de comment tu l'as perçu, c'était pas ça. Après, bah, comme partout, il y a toujours des gens qui coupent les cheveux en quatre, mais ça veut pas dire qu'il faut écouter ceux que les très énervés ou que les passifs. Enfin, moi, je préfère être attentif un peu à tout le monde, et parfois je suis pas d'accord avec les gens qui me disent qu'ils sont pas d'accord. Bah, ça n'empêche que je dis ok, bah désolé, hein, c'est pas grave, quoi, tu vas t'en remettre. Voilà. Et puis par contre, je me remets toujours en question. Je fais très attention quand même à ne pas être ce connard égocentrique qui dit mais t'as rien compris à l'humour. Putain, c'est de l'humour, c'est quand même pas compliqué. Si les gens perçoivent pas le truc, c'est peut-être que l'humour a été raté, quoi. Ouais, c'est pas faux. Puis en même temps, si du coup ils sont pas d'accord et que toi t'es pas d'accord avec le fait qu'ils soient pas d'accord, vous êtes tous les deux finalement d'accord quelque part. Ça match quand même, voilà. Ok. Bon. T'as des exemples alors précis ou pas d'ailleurs, de plantades dont que t'aurais en mémoire là comme ça, que ce soit sur scène ou ailleurs, de choses que tu considères dans ta vie à toi comme un échec? Alors après, il y a, je sais plus de qui est cette phrase, hein, mais je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Moi, je trouve qu'elle s'applique pas mal à ma manière de penser, c'est-à-dire que tous les échecs m'ont apporté quelque chose. Il y a aucune réussite qui ne découle pas d'un échec. Merci, c'est ça que je veux dire dans le podcast. Merci beaucoup, Verino. Ouais. Mais tu vois, dis donc Internet, comment elle est arrivée cette histoire? C'est que je me dis, je sors de On ne demande qu'à en rire, où franchement, je me suis bien amusé parfois, mais je n'aime pas l'exercice de la télé parce que t'es au service de quelqu'un. C'est-à-dire que tu dois correspondre à ce que le producteur attend parce qu'il veut diffuser une émission, et donc même s'il te le dit pas de manière frontale, moi en tout cas, j'ai conscience de la hiérarchie, j'ai conscience qu'il y a quelqu'un qui a vendu une émission à une chaîne, que la chaîne, elle a vendu ça à des annonceurs qui vont eux-mêmes placer leur publicité, et que à la fin, donc il y a toute une chaîne qui fait qu'à la fin, moi je me dis comment je peux traiter mes sujets en me sentant complètement libre, tu vois. Ouais. La réponse est que je peux pas, en fait, tout simplement. Donc je me suis dit bon bah la télé est terminée pour moi, j'ai pas envie de faire du sketch à la télé, j'aime pas ça me plaît pas, quoi. J'ai trop l'impression de bosser pour quelqu'un, et donc je me dis je vais trouver donc déjà ce que moi j'appellerais un échec, c'est-à-dire l'échec de l'adaptation à la télé, me fait me dire il faut que je trouve une solution. Donc je vais sur YouTube et je rencontre des gens d'un média, je sais plus qui c'était un média qui était assez en vue à l'époque et qui me disait on cherche des humoristes pour faire des vidéos, et c'était un peu comme Topito, c'était des mecs qui mettaient des articles chaque semaine, et Minute Buzz c'était. Oui. Et donc Minute Buzz, je regarde leur truc et il y a un article sur deux dont je
dont je me fous complètement, mais qui sont intéressants. Les plus belles barbes rousses de l'année Oui, 2015, tu vois. Et donc je m'étais dit, je vais en fait prendre leur thématique et puis les démonter, quoi. Et donc je les rencontre, on discute, on se dit que ce serait vachement intéressant. Et puis en fait la collaboration se fait pas parce qu'on n'est pas d'accord sur plein de points. Donc encore une fois, échec de collaboration. Et je me dis, je vais le faire tout seul. J'ai pas besoin de toute une équipe derrière. Donc je m'achète ma caméra, je me fous dans mon salon, je tourne un premier épisode. Il s'avère que je le mets sur YouTube et il me déçoit totalement. Je le trouve pas bon, mais je me dis c'est pas grave. Écoute, c'est comme ça que tu vas progresser, quoi. Et puis tu le au-delà laisses, de me dire, ouais. je l'ai laissé, je l'ai maintenant enlevé parce que c'était donc l'épisode 0. Qui est devenu l'épisode 0, mais à la base c'était l'épisode 1. Et en fait, je le poste. Je suis pas content de ce que j'ai fait, mais je me dis au moins j'ai foutu le pied dedans. Et puis au bout de 3 jours, au lieu de me dire juste je suis pas content, mais j'ai foutu le pied dedans, je me dis oui, mais alors de quoi je suis pas content, quoi. Et donc je réalise qu'avec cette expérience-là, donc encore une fois, l'échec de présenter quelque chose que j'aurais aimé assez bon, je suis juste capable d'avoir un produit sur lequel je peux identifier les problèmes. Et le problème principal que j'ai, c'est simplement que je n'arrive pas à parler à une caméra. Je suis un stand-upper, j'adore la scène, j'adore le public. Mon truc à moi, c'est de faire rire des gens. J'ai besoin de gens, en fait, c'est tout bête, hein. C'est-à-dire que Norman fait ça très bien, d'être tout seul dans sa chambre et de se filmer. Moi, j'y arrivais pas, quoi. Donc, du coup, je me rends bien compte que je suis pas assez fort pour faire ça. Donc, je me rajoute mon petit bonus à moi, c'est-à-dire le public. Mais le premier soir, je me filme de profil. Le deuxième soir, je fous la caméra devant moi parce que je me dis, filmer de profil, en fait, on me voit pas. Le deuxième soir, je me fous la caméra devant moi et en fait, je me rends compte qu'à aucun moment je regarde la caméra parce que je l'évite. J'ai envie de parler aux spectateurs. Voilà. Et en fait, le troisième soir, je me suis retourné pour être sûr de pouvoir regarder les gens, de pouvoir ne pas tenter de regarder les gens. Donc je me retourne, je regarde la caméra et je diffuse sur l'écran géant, ce qui fait que les gens ont la sensation que je les regarde. Moi, j'ai aussi l'impression de les regarder parce que à l'oreille, ils rient. Et c'est comme ça qu'est né ce produit-là. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est 15-20 échecs pour arriver à ce cadrage avec les spectateurs dans le dos, quoi. Donc ça, c'est heureusement que je me suis planté, sinon on n'y arrive pas, quoi. Et de ce que tu disais là, t'es passé par à chaque fois, à chaque échec, si j'arrive à le dire, par l'étape de c'est pas grave, je continue. Et alors qu'est-ce qui me plaît pas, etc. C'est toujours ça, c'est toujours constructif comme ça. T'es jamais abattu d'un échec? Non, parce que en fait, je pense que t'es abattu d'un échec quand t'étais persuadé que c'était la meilleure idée du monde. Et encore que. Mais moi, en fait, quand j'ai une idée, je le fais à fond. Parce que en le faisant à fond, je vais me rendre compte de ce qui cloche. Et donc, quand il y a un truc qui cloche, en fait, si j'étais capable de tout anticiper, je serais déçu, tu vois. Si je m'étais dit, voilà, la meilleure idée de l'univers, c'est exactement ça, avec tel truc, et à la fin, je présente le produit, et c'est de la merde, je suis keblo. Alors que moi, en fait, je me dis juste, j'ai une idée, je le fais à fond. Cette idée n'était pas assez forte, je rajoute un truc, je le refais à fond, oh putain, c'est meilleur qu'avant, mais il faut encore rajouter quelque chose. Et en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, mais même en macro autant qu'en micro, c'est-à-dire que sur une vanne, la vanne peut être une bonne idée, mais n'empêche que si j'ai pas tout intégré, elle sera pas suffisamment bonne, et donc elle va progresser, quoi. Et les idées sont comme ça. Donc non, j'ai rarement été abattu, j'essaie de réfléchir. À quel moment j'aurais pu l'être au tout début de ma carrière, en fait, je pense. C'est-à-dire que quand j'ai présenté mon premier spectacle en 2005 ou 2006 sera le premier. Quand tu loues la salle toi-même, c'est ça? Comment? C'est pas quand tu loues la salle toi-même, c'est pas ça? Totalement. Là, pour le coup, c'est même pire que ça. Enfin, oui, c'est vraiment, tu fais tout seul et puis tu présentes ton spectacle en espérant qu'il sera génial. Et en fait, il y a quelque chose qu'on ignore beaucoup, quand j'ignorais en tout cas, en début de carrière, c'est que moi, quand j'avais écrit mon spectacle, pour moi, il était fini. Et donc, je l'ai écrit, je l'ai appris par cœur, je l'ai joué, je l'ai mis en scène. Je le joue 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, à raison d'1 fois par semaine, on va pas s'enflammer. Mais n'empêche qu'au bout de la 3e semaine, j'ai l'impression que j'ai fait le tour du spectacle, parce que ça y est, je le connais par cœur, je l'ai répété 1000 fois, et donc je m'amuse plus dedans, et je me dis, merde, comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est pas rigolo, ce truc? C'est pas rigolo parce que t'es plus créatif, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'une fois que t'es arrivé à ton stade, en tout cas, donc cette déception-là de se dire, merde, je pensais que c'était un métier merveilleux, puis en fait, je suis devant 7 personnes un samedi soir qui rigolent
pas aussi bien que la semaine dernière. Bah, il rigole pas aussi bien que la semaine dernière déjà parce que je me suis habitué au rire, à la dose de rire, parce que j'ai l'impression de connaître les rires, donc je suis plus concentré sur le propos, mais je suis concentré sur la réception du propos. Et donc, bah, voilà, c'est tout un tas d'apprentissages que je réalisais pas qu'il fallait que je fasse, quoi. Et donc, au début, effectivement, tout début de la carrière, t'arrives en te disant, bah, voilà ce que c'est être humoriste, c'est écrire des blagues, les jouer. Et en fait, tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, quoi, évidemment, et donc tu peux être déçu à ce moment-là parce que tu te rends pas compte de ce que tu peux bouger, quoi. Je sais pas si je suis très très clair, je fais des très longues phrases. Oui, non, mais c'est très bien. Et du coup, oui, finalement, t'appliques à toi-même un peu la construction des blagues, c'est-à-dire que c'est toujours en perpétuelle amélioration. Évolution. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un horloger, quoi. Tu rajoutes les mécanismes les uns après les autres, ce qui, pour le coup, était un vrai problème le vendredi quand j'ai commencé à tourner mes vidéos, où je me disais, bah oui, mais là pour le coup j'ai pas le temps de les retravailler, quoi. Et en réalité, bah, l'idée n'était plus de travailler les vannes en soi, mais l'idée était finalement de travailler le travail des vannes. C'est-à-dire que je pense que j'ai pas progressé sur chaque vanne, mais j'ai progressé sur ma capacité à écrire rapidement et à apprendre rapidement et à faire un travail de qualité le plus rapidement possible, quoi. Mais alors c'est paradoxal parce que tu veux un travail de qualité au final et il est finalement jamais abouti. Alors à quel moment tu décrètes que c'est suffisamment bon entre guillemets pour être présenté et amélioré? Bah je le décrète pas, en fait. Tu te c'est lances justement ça. Bah j'ai pas le choix. Je tourne le vendredi soir, donc j'apprends et jusqu'au dernier moment j'améliore ce que je peux améliorer. Et c'est vraiment ça, quoi. Pendant que la première partie est en train de jouer, bah moi je suis derrière en train de répéter, je trouve une vanne ou deux en plus, un virage ou deux en plus, une transition qui est un peu plus jolie jusqu'à la dernière seconde. Et même encore quand je suis sur le plateau avec la caméra, là encore en impro on peut trouver des trucs, quoi. Sur la vidéo de samedi, si jamais ça correspond, enfin si jamais les gens ont envie de voir, il y a juste un moment où je suis, ah oui, tu veux du divertissement? Je sais pas si tu l'as vu la vidéo. Je l'ai pas encore vu, non. Tu l'as pas encore vu. Non. Je raconte en gros que donc Zemmour, est-ce qu'il est candidat ou est-ce qu'il est pas candidat? Moi, j'espère qu'il sera candidat parce que on se plaint que les gens regardent plus la politique parce que c'est pas assez divertissant. Oui, là pour le coup, il y a du spectacle. Ouais. Et bah juste j'avais ce truc-là. Tu veux du divertissement? Et ça s'arrêtait là. Et puis finalement j'ai eu sur scène, ok, balancer le Zemmour. Et cette vanne-là, elle vient du fait que t'es dans le moment présent. Donc en fait, la question est pas quand est-ce que je suis prêt et que je le montre. La question est plutôt, je le montrerai parce que je le tourne après le spectacle et il faut que je sois le plus prêt possible. Ouais. Voilà. Et ça marche pour les vidéos, mais ça marche pour tout. Dans ta vie, t'es comme ça, il te faut une deadline et j'y vais, ou alors t'es plutôt que, enfin, de ce qu'on comprend, oui, mais il y a aussi l'école de non, je reste caché, je prépare tout jusqu'à ce que ce soit parfait et seulement là je monte. Mais donc, ça on a compris que ça marchait pas. Alors, chez moi, ça marche pas du tout. Regarde, pendant le confinement, le deuxième confinement à partir d'octobre, je n'ai rien fait entre octobre et décembre parce que mon spectacle était terminé, que j'avais plus de public, j'avais plus envie de tourner dans des salles vides, j'avais évidemment les enfants à la maison, donc pardon. Fallait gérer ça. Ah moi pas, j'ai pas encore eu le temps. Ah mince. Je vais parler vite. Tu peux manger pendant que je parle si tu veux. Non, je sais même pas rien, t'inquiète. Et donc ouais, pendant 3 mois, d'abord je me suis juste dit en fait je vais prendre du temps pour écouter des choses, regarder des documentaires, prendre des notes sur des trucs. Puis 3 mois plus tard, je me rends compte qu'en fait je n'ai rien fait de ça. J'ai joué à Mario en vrai, parce que j'avais pas de moteur, quoi. Il y avait rien au bout qui te motivait à faire quelque chose. À qui tu parles? En fait, c'est ça la question. Moi, je suis pas un artiste maudit tout seul dans mon coin à créer des peintures en me disant j'espère qu'un jour les gens vont. Non, c'est mardi prochain je vais parler et je vais essayer de leur dire le truc le plus marrant possible. Et donc il me faut l'obligation d'aller. Il me faut un objectif, quoi. Il faut que j'ai l'envie de parler à quelqu'un et donc de pas dire de bêtises, quoi. C'est vraiment tout bête, mais et sinon je n'arrive pas à écrire avec la théorie de un jour je le ferai. Et quand tu as démarré, j'imagine que tu as mangé des bides en pamoison. Comment tu le gérais à ce moment-là précisément? Parce que là, maintenant, tu me parles avec l'expérience. Mais à ce moment-là, est-ce que c'était là aussi déjà, ok, j'y retourne, ou est-ce que c'était plus forcément dur, peut-être? Non. C'était dur par rapport aux copains. C'est-à-dire quand tu te prends un bide, en fait, moi le bide en public, ça me dérange pas parce que dès le début, je me suis dit, en fait, tous les gens qui sont en train de me voir bider là, un jour,
Ils ont une soit anecdote. je marche jamais, soit je marche jamais et ils vont m'oublier, soit effectivement ils diront ah lui je l'ai vu dans une toute petite salle, tu vois. Ouais. Donc je me disais franchement ok, qu'est-ce qu'on s'en fout, ils seront de toute façon ils finiront par être heureux ou par t'oublier, mais il y a vraiment ils vont pas rester toute leur vie en disant le gars qui a pas percé là il était nul. Ouais, non, bah non, ça, effectivement, ils vont pas s'en rappeler, mais pour toi, par contre, peut-être plus. Ouais, exactement. Bah toi, encore une fois, c'est de l'expérience. Hein. C'est vraiment que ça. Moi, je me disais même, il faut que j'essaye tout de suite avant d'être un peu célèbre, si jamais un jour je le suis, tu vois. Mais c'est vrai que il y a rien de plus angoissant qu'être célèbre et être attendu, parce que là, pour le coup, moi, j'avais tout le temps que je voulais pour progresser et écrire des blagues et faire le meilleur spectacle possible. Là, aujourd'hui, je peux te le dire, j'ai démarré mon nouveau spectacle Focus il y a quelques semaines. Bah, les gens ils ont payé en fait hein, et quand ils viennent dans la salle ils sont pas là pour se dire j'espère qu'il est gentil et non il faut tout de suite être bon et donc bah c'est plus maintenant qu'il faut que alors j'allais dire qu'il faut que je me plante, non, parce que j'ai toujours cette même dynamique, mais disons qu'il faut que le public d'aujourd'hui même s'ils viennent voir les premières et que les dernières seront meilleures, évidemment ça va progresser, mais il faut que le niveau de base soit meilleur que celui d'un débutant, quoi. Tu peux pas revenir débutant. Et donc j'avais cette sensation-là quand j'étais tout petit, de me dire c'est maintenant que tu te rôdes, quoi. C'est maintenant que tu essayes, quoi. C'est maintenant que tu explores. Tu vas faire de l'humour noir, tu vas faire de l'absurde, tu vas faire des personnages, et c'est tout de suite qu'il faut essayer tout ça. Mais là aussi, il a fallu toucher, essayer, pour te planter peut-être, mais savoir ce que tu voulais ou ne voulais pas, quoi. Ouais, ce que tu voulais pas, ce que le public était capable, ce que tu donnais. Il y a des choses, parfois c'est con, mais par exemple, moi j'aime bien jouer la comédie. J'aime bien rentrer dans un personnage et tout ça. Et très vite, je me suis rendu compte sur scène que les moments où j'avais le plus de rire, c'est le moment où je salue à la fin et que je dis ah merci d'être venu, c'est très cool. Si jamais vous avez l'occasion d'envoyer un truc, voilà, le bouche-oreille c'est important, mais même s'il y a des oreilles, il faut qu'il y ait des bouches. Donc c'est vos bouches à vous qui vont faire. Et je me rendais compte qu'en fait cette simplicité, ce truc, moi je faisais pas de stand-up à la base, mais je me suis rendu compte en réalité que c'était ma force, quoi. C'était parler pour de vrai aux gens sans comment dire ça, sans ceinture de sécurité, quoi. C'est vraiment juste bah ouais, t'es complètement ouvert, et plus t'es toi-même et plus t'as quelque chose à raconter, plus les gens sont à l'écoute et plus ils sont réceptifs. Donc j'ai fini par trouver mon clown, parce que tu peux faire toute la théorie du monde quand t'es chez toi, tu veux écrire un stand-up qui sera génial et tout ça, mais je te garantis que si t'es jamais monté sur scène, au bout de 3 semaines t'auras compris que c'est pas ça qu'il fallait que tu fasses. Mais quelle que soit ton ambition, parce que ce n'est pas ce que t'es. Ce que tu t'imagines être, ce n'est pas ce que tu es. C'est le seul métier où tu le construis en y allant, finalement. T'as pas un chirurgien qui arrive et qui va dire ouais, je vais apprendre. Non, lui il sait faire déjà quand il arrive. Toi non, tu vas apprendre en effet continuellement sur place. Et personne peut t'aider, parce que tu apprends à être toi-même. T'apprends qui tu es, tu découvres ce que les gens voient de toi, quoi. Quand justement tu parlais tu t'es plus par rapport à des gens en vrai plutôt qu'à un écran ou une caméra, et quelle expérience t'en retires, quel bilan plutôt t'en retires de l'expérience maintenant du stand-up en salon, alors que t'as testé on va dire ces derniers mois? Bah déjà je me suis régalé, en réalité ça vient d'un j'ai eu une double souffrance pendant cette période, encore une fois souffrance entre guillemets évidemment. Mais disons que j'étais frustré de pas pouvoir jouer, j'étais frustré de pas avoir d'objectif d'écriture. Et bah donc très vite, je me suis dit alors il y en a un des deux, ça va être difficile, c'est-à-dire que jouer, je vais pas pouvoir, il y aura pas des gens devant, c'est ça que je veux dire. Je voulais jouer en public. En revanche, l'écriture, bah c'est pas compliqué, hein, il suffit de créer un nouveau projet et puis de faire en sorte que tu sois obligé de toutes les semaines explorer. Et je suis hyper content, parce que c'était ça l'objectif, c'est que je me suis rendu compte que je n'écrivais pas. Je me suis dit bah relance un truc et ce sera stand-up de salon, je vais faire ça chez moi en mode stand-up avec mon micro. Bah ça m'a fait explorer des sujets, enfin tu vois, l'euthanasie encore, qui maintenant c'est une partie que je pensais pas être capable de traiter, mais que j'ai réussi à traiter très rapidement, et qui du coup aujourd'hui est aussi dans le spectacle, alors que je pensais pas en parler un jour. Ouais, ça m'a permis d'explorer des choses, et quand je travaille pas, j'explore pas en fait, hein. Je suis vraiment un gros flemmard, quoi. Est-ce que ça n'a pas même fait l'inverse, dans le sens où, comme bien sûr les gens étaient à l'autre bout de la vidéo, mais pas en live, est-ce que le sujet était du coup peut-être plus facile à aborder, parce que t'avais pas un retour direct?
Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que quand t'écris avec le public derrière, t'as quand même la conscience du rire. Sur un thème comme l'euthanasie, franchement, j'y suis allé en me disant, j'en ai rien à cirer qu'en fait que ça rigole ou pas, quoi. Mais d'ailleurs, il y a pas mal de sujets quand même, même en public où maintenant je commence à, le thème de samedi, c'était les talibans et Zemmour, quoi. Ouais. Tu vois, je me doute bien que Zemmour, il y a au moins 1/10 de la salle, d'après les sondages, qui va trouver que je suis. Oui, du coup, d'après les derniers que je suis sondages, pas c'est ça, ouais. impartial. Et puis les talibans, grosso modo, c'est pas un sujet qui prête beaucoup à rire. Donc je savais, en faisant cette vidéo-là, que je prenais le risque de ne pas avoir de rire, mais je m'en détache un peu du rire. Je trouve ça hyper important, mais moi j'adore sortir de quelque part en ayant appris quelque chose. Et j'essaye maintenant de pas d'apprendre quelque chose aux gens, c'est pas ça le but, mais qu'ils ressortent de cette vidéo en ayant un point de vue qu'ils n'avaient pas exploré. Je vais dire ça, tu vois. Et donc le rire est évidemment primordial, mais plus autant qu'avant. T'as des choses qui te font peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Les araignées, tu veux dire? Ça peut. Ça peut. Ouais, parce que apparemment, ouais. rater, ça ne fait pas, ce qui est quand même finalement un sentiment assez commun d'avoir peur d'échouer. Toi, t'as pas, semble-t-il, l'impression trop de l'avoir. Donc, qu'est-ce qui te ferait peur? Alors, sur scène, j'ai peur de rien, mais c'est tout bête, c'est parce que je sais que les gens ont peur de ça. Et de la même manière, j'ai traité la timidité quand j'avais 15 ans de cette manière-là. C'est-à-dire que je me disais, mais tout le monde est timide, tout le monde a peur d'aller voir les autres. Finalement, est-ce que c'est pas plus simple, toi, d'être le gars qui dit salut, tu vois? Ouais. Et en fait, ça va simplifier le travail de l'autre. Il a plus besoin d'être timide. Tu lui dis voilà qui je suis. Tu t'essayes de faire en sorte que le feeling passe vite. Et en fait, tu viens de lui enlever son stress de timidité, de machin. Donc j'ai toujours été très rapide et très rapide pour faire la connaissance des gens. Voilà, ma timidité, elle s'est effacée parce que je me suis dit mais en fait on l'est tous. Donc ça sert à rien que moi je sois gêné d'imaginer que les gens me regardent de telle manière, puisque ils font pareil. En fait. Et puis surtout ils me regardent pas, les gens. Ils se regardent eux en se disant j'espère que les gens me regardent pas. Tu vois, donc on avait tous le même truc. Je me suis dit, du coup en fait on se prend le chou pour rien, quoi. Et donc sur scène c'est un peu pareil. Quand je monte sur scène avec un micro, je sais que dans la salle, d'abord les gens se disent moi je serais pas capable de faire ça. Tu vois. Et donc ça me terrifie pas quand je me prends un bide ou quand il y a tu vois, samedi soir je joue, donc j'étais en Suisse, il y a le micro qui merde, ça capte plus, il y a plus de batterie. Ouais, j'ai passé une très bonne journée. Mais même tu vois le coup du pneu crevé, pour le coup je resitue parce que tu dis ça. Oui, rapport à t'avais mis en story. Ouais. Vendredi soir, je suis en tournée à Lens, qui est à 2 heures de chez moi, et c'est mon anniversaire. Ma femme décide de me faire la surprise de venir avec les 3 enfants. Et donc on passe la nuit avec toute l'équipe. Bon anniversaire du coup, en retard, mais merci beaucoup. Et donc on passe un super moment, c'est trop cool, mais on se couche un peu tard parce que moi j'ai quand même le montage à terminer, donc on se couche à 2h30. Les enfants, eux, se couchent un peu plus tôt, mais il s'avère que le lendemain, nous devons retourner à Paris pour que je puisse prendre un train pour aller jouer en Suisse. Donc tu vois, je traverse vraiment. Ouais. Sauf que effectivement, comme ma femme est venue en voiture, je me dis je vais pas repartir en train moi, donc on part en voiture en famille. Sauf que on monte dans la bagnole, je me rends compte que le pneu est crevé, je regarde les trains, je me rends compte que il y en a pas qui me permet d'arriver à l'heure à Paris pour choper le train d'après, et donc il a fallu régler plein de problèmes. Mais pendant ce moment-là, on est avec ma femme et on est mort de rire parce qu'on est dans un parking à Lille et on se dit putain mais qu'est-ce que c'est, quoi. Tout ce qui est terrible est en fait marrant, tu vois. Il y a jamais rien qui vraiment m'empêche de me marrer. Et je pense que la vraie limite pour moi, elle touche mes enfants. C'est-à-dire que le seul truc vraiment qui m'horrifie, mon angoisse la plus profonde, c'est une disparition de mes enfants. Et je la mets devant la mort de mes enfants. C'est-à-dire que qui meurt, ça m'effondrera, mais qu'ils disparaissent, mais je sais même pas comment les gens font pour rester en vie. Enfin, si, évidemment, l'optimisme, le rêve que peut-être un jour. Oui, une sorte d'espoir, voilà, oui. Oh là là, et d'être là si jamais le gamin s'en sort. Enfin, tu vois, il y a tout. Mais mon Dieu. Bon bref, moi ça c'est mon angoisse pour le coup. Tu vois, je peux pas les réveiller nécessairement. Si j'avais peur de quelque chose. Voilà. Ça, c'est ma terreur. D'accord. Bon, très bien. Du coup, tout le reste n'est pas important à côté. Oui, ça aide finalement à relativiser. On comprend mieux aussi effectivement pourquoi le reste ne compte pas tant que ça. Et c'est vrai que j'aime bien aussi faire cet exercice de recul. Des fois, tu t'es là à t'obstiner sur un truc, puis tu fais bon, ok, je me projette dans un an. Qu'est-ce qu'il en restera de ça? Voilà.
Et puis notre petit ego, enfin c'est-à-dire que même le Covid, moi au bout d'une semaine je me disais oui c'est terrible, mais à l'échelle de l'univers, tu crois qu'il y aurait quelque chose à foutre l'univers, la planète, attention machin, même le Covid par rapport à l'urgence climatique, on est là à paniquer, à fabriquer des masses dans tous les sens, en fait c'est la merde et dans 50 ans il y a plus d'humains parce qu'il fait trop chaud et que la planète aura explosé. Enfin tu vois tout est relatif. Je crois que ça c'est un des trucs qui m'avait marqué. J'avais vu un documentaire sur les camps de concentration et il y avait des témoignages de juifs qui avaient été déportés, qui avaient vécu les pires horreurs qu'on puisse imaginer quoi. Et en fait face caméra ils expliquaient, ils disaient mais on riait énormément dans les camps de concentration, c'était une protection pour nous. Donc c'était même pas une protection, c'était un truc humain quoi. Donc on se retrouvait là tous ensemble dans des conditions atroces. Mais on riait, en fait, c'était pas que de la déprime tout le temps, quoi. Et je me dis, mais voilà, en fait, c'est ça le truc, c'est que la vie, c'est la vie. En fait, t'as pas. Et qu'est-ce qu'il en restera, effectivement. Ouais. La vie, c'est la vie, et qu'est-ce qu'il en restera? C'est le philosophe Verino qui nous dit ça dans cet épisode. Je vais terminer avec un segment que j'avais envie d'ajouter cette saison. C'est, j'aimerais que tu m'expliques, que tu me cites et que tu m'expliques ensuite qui t'aurais aimé entendre t'expliquer ces galères ou ces bides pour éventuellement te construire ou te rassurer ou je ne sais pas quel autre verbe. Alors ouais, c'est Seb Marx qui m'a rapporté les paroles de Louis C.K. Louis C.K. qui est un stand-upper américain qui est considéré, je pense, par l'ensemble des humoristes comme étant le meilleur, qui a eu une légère polémique oui, il y a 2 ans. 3 fois rien, mon Dieu. Mais qui est terrible parce qu'en fait, c'est un gars. Quand tu regardes ses spectacles, tu vois bien qu'il a une sexualité un petit peu particulière et il en parle sur scène et tout le monde rigole de ça. Mais quand on réalise que c'est vrai, du coup, les gens font oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce mec-là, l'histoire pour laquelle il est tombé, c'est qu'il y a deux humoristes, des femmes, qui étaient à moitié en train de le draguer pour rigoler. Il leur dit passez dans la chambre, est-ce que ça vous dérange si je me branle devant vous? Elles n'ont pas répondu non, et puis il a sorti sa bite et il s'est masturbé. Chose que elles n'ont sur le moment pas relevé, mais que 10 ans plus tard elles ont dit quand même c'était atroce ce qu'il nous a fait. Et on l'a mis du coup dans le même sac que tous les gens qui violaient des gens. Mais quand tu le regardes du point de vue du gars, de son action, je veux dire, c'est un mec qui a une sexualité chelou, mais il a pas forcé les gens. C'est-à-dire qu'il a demandé l'autorisation, il n'y a pas eu de refus de leur part. Alors, lui, sa réaction, c'est de dire effectivement, j'étais dominant et je m'en rendais pas compte. Et je trouve que c'est très juste comme réaction. N'empêche que, au moment où c'est arrivé, c'est hyper complexe. Tu vois, je sais, chacun a sa sexualité, mais si t'as un truc un peu chelou, comment tu fais pour le mettre en place? Tu vois, quelqu'un qui arrive avec un papier, voilà, je vous présente. Je vais vous demander de signer ici. C'est ça. Et quelqu'un qui est sadomaso, qui a très envie de te fouetter, si tu lui dis pas non, il va, ou si tu lui dis oui, en fait c'était ça en l'occurrence, il va croire que c'est bon quoi. Bon bref, et donc je trouve ça et ça c'est mon point de vue très dommage qu'il tombe en même temps que les violeurs. Parenthèse fermée. Et donc Louis C.K. Qui est un humoriste que vraiment pour moi avec Sarah Silverman, c'est mes deux héros, écrit énormément lui. Par exemple, il écrit un spectacle par an d'une qualité redoutable. Chaque spectacle est où tu te dis putain oui, le niveau du gars, et il fait partie des gars qui m'ont poussé à écrire plus, parce que en fait j'ai vu des interviews de lui où il dit en fait j'ai fait 15 ans avec le même spectacle en attendant que je perce, puis au moment où je me suis dit en fait non, il faut que j'écrive, c'est là que j'ai percé quoi. Et c'est vrai, parce que c'est en fait, l'œuvre d'art, elle est pas forcément, entre guillemets, l'œuvre d'art toujours, mais c'est pas forcément au moment M, tu vois. Moi, dis donc Internet, c'est pas chaque sketch qui compte, c'est l'ensemble des sketchs, c'est ce que tu regardes des 200 derniers épisodes, c'est la progression, c'est l'évolution, voilà. L'œuvre, elle est sur toute ma vie, quoi. Donc c'est pour ça que se planter sur un petit bout, c'est pas très grave. Putain, je fais des digressions dans les digressions. Vraiment, on est sur Inception. Donc je remonte sur Louis C.K. qui écrit donc un spectacle par an, et c'est Sébastien Marx qui est un humoriste que j'adore et un bon pote, qui lui avait posé la question de comment tu fais quoi. Et il lui avait dit en fait c'est pas compliqué, juste tu le fais, et faut accepter que pendant 6 mois t'es ridicule. Et c'est tellement vrai, c'est-à-dire que quand tu veux écrire un nouveau spectacle, faut vraiment juste accepter ça. Pendant 6 mois, tu vas faire des plateaux, tu montes sur scène, les débutants te regardent en se disant waouh, il arrive, et tu fais de la merde. Et ils te regardent en disant ok, c'est pas terrible. Mais n'empêche que 6 mois plus tard, t'as un spectacle qui est une tuerie. Faut accepter d'être médiocre pour pouvoir devenir bon, quoi. Et je trouve que c'est
c'est un des trucs qui me fait du bien d'entendre ça, quoi. Quand t'entends parce qu'on a tous tendance à croire que les gens qui sont forts sont tombés dedans. Tu vois c'est des héros, quoi. Ils sont trop forts pour nous. Mais en fait, non. Enfin, c'est juste qu'ils bossent, en fait, les gars. Hein. Il y a pas de génie. Enfin, je veux dire, même Mozart, il n'était pas allongé quand il a écrit ses symphonies, quoi. Il était pas là à faire, oh alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah non, en fait, il s'est creusé le cerveau, et donc, il est allé chercher, et il a fini par trouver des trucs qui sont bien plus extraordinaires que ce qu'on ferait nous si on cherchait autant. Mais ça, c'est parce qu'il est Beethoven, mais de base, le principe était le même. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. C'était Mozart que j'avais dit. Mais pardon, ça marche avec Beethoven aussi. Et ben voilà. J'aurais dit Chopin. La conclusion parfaite pour un mec qui parle d'échecs. Merci Verino d'être passé. Écoute, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci pour ton invitation. Je trouve ça hyper important de parler d'échecs, effectivement. Dédramatiser. En fait, c'est pas des échecs, c'est des tentatives. Hein. Vraiment, il faut le voir comme ça, quoi. Et si t'essayes pas, tu ne réussis pas. Et exactement. Comme t'essayes, tu risques de rater. Mais aussi, du coup, de réussir, à force. Et tu risques de réussir, ouais. Eh ben, merci beaucoup de ton passage, Verino, et puis, peut-être à une prochaine. À bientôt. À bientôt, salut.